Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review des épisodes 7 et 8 de Qui veut être mon associé pour cette saison 2024. C'est la fin de saison, ça y est, c'est terminé, donc ce sera les deux dernières reviews. Je rappelle que la semaine prochaine, le mercredi, va démarrer sur M6 Top Chef et donc vous aurez la semaine prochaine la première review de l'épisode de Top Chef. N'hésitez pas à vous abonner si évidemment vous avez envie de voir ça jeudi prochain. Pour la review, mais l'épisode aura lieu évidemment mercredi soir. Alors, on va parler donc des différents projets qui ont eu lieu. Déjà, premier constat qu'on peut avoir, c'est que contrairement à la saison dernière, où si vous vous souvenez, ils avaient terminé... j'avais pas fait la review du dernier épisode parce que clairement j'avais pas du tout eu le temps de la sortir dans les temps là, voilà, je le mentionne. L'année dernière, ils avaient fini avec le plus gros deal de l'histoire de l'émission puisque c'était un deal en rapport avec une énergie environnementale qui permettait de dessaler l'eau de mer, etc., etc. Et il était monté, je crois, presque à 1 million de récupération d'argent de la part des actionnaires, tout ça, enfin des investisseurs pardon, qui étaient là. Et donc forcément, moi je m'attendais à que ça termine avec aussi une forme d'apothéose cette saison et ça n'a pas du tout été le cas, je le dis tout de suite. Le dernier épisode était normal, comme les autres, sans être plus mauvais ni meilleur, mais juste il était normal. Donc c'est vrai que je m'attendais à un truc de ouf et au final il n'est pas venu. Le dernier épisode était normal, j'ai même préféré l'épisode 7 d'ailleurs dont j'ai parlé, qui était pour moi bien meilleur, avec des choses super intéressantes, mais on va en parler. Alors commençons avec le premier projet donc, de l'épisode 7, qui est pour moi le projet, je pense, qui m'a le plus intéressé de l'ensemble de tout ce que je vais vous expliquer, je pense, jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est le projet donc Super Jet Car, qui était un système de lavage automatique, automobile, pardon, dans lequel il récupérait l'eau. Alors déjà, il faut rappeler que donc c'est un tunnel de 80 mètres de nettoyage, rapide et écologique. Et puis, déjà, il commence, donc j'ai adoré la mise en scène, où il leur dit, écoutez, buvez un verre d'eau, voilà. Donc là, ils se doutent un peu, ils disent tiens, il y a un truc qui est bizarre, etc. Puis ils boivent l'eau. Bon, ils la trouvent plutôt correcte, voilà. Et en fait, il leur dit cette eau-là, elle vient de ma centrale de lavage, en fait, de mon centre de lavage. Et donc, elle a été dépolluée de toutes les saloperies qu'il y a, le pétrole, les freins à disque, les freins machin, tout ce que tu veux. Bref, une horreur. Vraiment un truc où c'est vraiment infâme Enfin, tu voyais, l'eau, elle était noire et tout. Et va arriver... il va expliquer que son système, le but c'est d'avoir à la fois une expérience absolument géniale avec des lumières, des machins, des trucs, enfin bref, il va vraiment se prendre pas mal la tête. Alors le passage donc, pour information, pour emmener sa voiture ça coûte 12 €, alors ça m'a paru extrêmement cher. Alors je sais, moi c'est comme quand vous me parlez du cinéma à Paris, si jamais j'ai des abonnés parisiens et qui payent 20 balles une place de cinéma et moi je suis là, je fais... moi je la paye que 7, ça me paraît complètement des fois lunaire d'imaginer qu'on puisse payer sa place 20 €. Pour autant, voilà, moi je la paye, ça veut dire 3 fois moins cher que vous, la place de cinéma à Paris, d'après ce que j'ai pu plus ou moins glaner. Je sais qu'à Lyon, par exemple, qui est une ville très proche de chez moi, aussi les places du cinéma sont également assez chères. Et donc, c'est vrai que ça me choque, voilà, mais bon, je sais qu'aussi, moi c'est par exemple, je sais que si je veux nettoyer ma voiture, moi j'utilise, je vais directement à la moto et puis je le lave avec une perche, enfin, machin, un pistolet entre guillemets, et ça me coûte 2 € maximum, 2 pièces de 1 € et c'est tout. Donc là, 12 €, moi ça me paraît relativement cher. Même si je suppose bien que si vous utilisez les rouleaux, machin, etc., ça doit quand même coûter un certain prix. Mais franchement, juste pour nettoyer sa voiture, si vous n'êtes pas une grosse feignasse, à 2 € globalement, personnellement, en tout cas, moi je m'en tire à ce prix-là. Mais dites-moi vous combien ça vous coûte de nettoyer votre voiture, par curiosité, mais 2 €, moi c'est déjà suffisant quoi. Peut-être limite 3 € si vraiment tu as envie vraiment d'y passer 3 heures, mais juste pour qu'elle soit nickel, 2 € ça peut suffire. Voilà. Bon, pour monter un centre comme lui, il les monte, ça coûte 2 millions d'euros. Donc à chaque fois qu'il veut en créer un, comme ça, son objectif serait presque de créer une sorte de franchise de sa marque, tout simplement, dans les principales villes. Alors c'est très drôle parce qu'ils lui disent quel est votre projet? Donc il en a créé un à Paris, puis il te dit je vais en créer un à Lyon, à Marseille et à Lille. Je crois qu'il a cité ces trois. Donc en gros le top 4 des villes les plus peuplées de France, ça va, c'est bien. Il a suivi ses cours de géographie, ça va. Donc en vrai, il a juste choisi les villes où il y a le plus d'habitants pour monter ses sociétés. Donc ça va, dans ses projets en tout cas qu'il a prévu. Donc il annonce pour rentabiliser cet investissement, il faut donc 30 000 voitures par an pour être rentable, ce qui paraît
beaucoup et pas beaucoup par rapport au nombre de voitures évidemment sur le parc existant, etc. etc. Alors Tony Parker va poser une question et c'est vrai qu'il a raison parce que lui il a cette culture américaine que d'autres ne peuvent pas avoir où il dit mais j'arrive pas, j'ai du mal à voir si véritablement en France il y a cette culture de laver sa voiture, d'avoir sa voiture propre. Il dit aux États-Unis c'est vrai. Si vous avez déjà vu des séries américaines un peu comme ça, ou Desperate Housewives notamment, où ils pensent vraiment du temps à nettoyer leur voiture, à passer des chiffons dessus, un machin, etc. pour avoir une belle voiture, pareil pour le gazon, pour le machin, enfin, bref, ils sont assez rigoureux. J'ai l'impression qu'en France, c'est vrai que c'est un peu moins le cas. Et ceci étant, je dis pas qu'on aime tous avoir une voiture ultra propre, mais on aime bien quand même avoir une voiture pas dégueulasse non plus, dans le sens où voilà, c'est quand même bien de pouvoir déjà voir correctement grâce entre guillemets avec une voiture propre. Donc bon ok, Marc va être celui qui va aller le plus dans l'analyse. Alors il y en a certains, ils vont bloquer tout de suite, comme Anthony Bourbon qui dit que la bagnole, lui ça l'intéresse pas plus que ça, lui il est pas macroniste, hein. Il est pas j'aime la bagnole, lui c'est plutôt la bagnole je m'en fous un peu. Et Marc lui va plutôt lui dire, en fait j'ai l'impression que vous essayez de faire quelque chose qui pour moi, 2 millions d'euros, c'est trop cher, c'est trop d'investissement, c'est trop de bordel, bref c'est trop compliqué. Alors que par contre, la chose que vous avez, qui est vraiment celle sur laquelle en plus vous nous avez attrapé au tout début de notre entretien, c'est votre capacité à recycler l'eau en fait. Et que votre système de recyclage, le truc des lumières, des machins, des trucs, etc., c'est probablement très bien, et ça nettoie très bien, il n'y a pas de problème. Mais il dit, je pense que plutôt, votre savoir-faire, c'est ça, vous devriez transformer des centres de tri, de nettoyage pardon, des voitures, les transformer pour qu'ils soient en capacité de traiter l'eau et avec votre système, etc. Et il dit, je pense que c'est plutôt ça l'avenir. Je dis pas que, franchement, je pense qu'il y avait une idée à creuser. Elle a été, c'est pas lui qui va être choisi et lui-même va pas proposer d'investir, mais je pense que cette idée était plutôt pas mal, en tout cas de mon point de vue. Et donc, qui va investir un peu à ma surprise, parce que je m'attendais pas du tout à que ce soit cette investisseuse, ça se dit investisseuse, je ne sais pas, en tout cas celle-ci qui investisse, pardon, c'est Kelly Massol. Kelly Massol qui va proposer donc 300 000 euros pour 25% comme il l'avait demandé. Et elle fait le deal parce qu'elle elle adore la bagnole. Elle le dit en fait, elle adore la bagnole. Voilà. Donc c'est vrai que ça ne m'attendait pas forcément à elle sur cet investissement-là. Mais c'était plutôt intéressant. Deuxième, et celui-ci il a fait énormément, mais alors énormément parler, c'est Néo Justice. Alors déjà, c'est simple, donc vous avez une proposition, donc elle cherche 100 000 euros pour 8% de son entreprise. Donc c'est un site révolutionnaire pour résoudre les litiges. Alors c'est bien, parce qu'on a tellement de problèmes, etc. Alors en fait c'est simple, quand vous avez un problème, en fait vous inscrivez sur la plateforme et on vous laisse entre guillemets 2 mois pour régler le problème. C'est 100% en ligne, ils ont un arbitrage qui a force de décision juridique, parce qu'ils ont des juristes, etc. Par exemple, j'ai un impayé, ils prennent cet exemple, de 2500 euros et je ne peux pas expulser. Je fais venir les deux personnes sur la plateforme. Il y a 3 tours de négociation pour se mettre d'accord. Et ça coûte 99 euros de frais de dossier et 8% sur chaque transaction. Ça répond parce qu'il y avait eu un des projets où ils avaient justement il y avait cette idée un peu d'être trop sympa et de ne pas prendre sur toutes les opérations. Là, elle, effectivement, elle s'enrichit bien sur toutes les prestations. Il n'y a pas ce côté forfait, si vous voyez ce que je veux dire. Et s'il ne répond pas, c'est que la personne que vous accusez ne répond pas, et ben dans ce cas-là, on accepte. C'est-à-dire que ça permet de faire accepter. Sauf qu'il faut quand même qu'au tout début du truc, la personne accepte de s'inscrire sur la plateforme. Ce qui fait que moi je me suis dit tout le long, mais si par exemple vous voulez expulser quelqu'un qui est véritablement un squatter, ces squatteurs-là ils veulent même pas partir, ils veulent même pas vous répondre, ils veulent vraiment vous envoyer chier. Donc en réalité ils vous répondront que dalle, et ils te diront va te faire foutre avec ta plateforme, on le sait très bien. Et avec moins de politesse très probablement. Donc en réalité, pour moi, je pense que là, sur ce problème du squat, je suis pas certain que ça puisse véritablement résoudre ce problème. En tout cas, j'aimerais bien, hein, évidemment, parce que je trouve que c'est un problème de société qui est assez majeur et qui, je rappelle, est complètement anti-déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui garantit le droit de propriété normalement. Et là, tu as des gens qui peuvent littéralement exproprier une personne, même si c'est sa maison secondaire, rien à foutre. Il y a des gens qui peuvent exproprier quelqu'un de sa propriété, et ça, en France, c'est quelque chose qui est légal, autorisé, limite encouragé parce que la police ne fait rien et que la sécurité ne fait rien et que la justice ne fait rien pendant des années et des années avec des procédures qui sont hyper longues. Je me suis dit tiens, ce sera peut-être une proposition qui sera intéressante. En réalité, j'ai pas eu l'impression véritablement que ça renverse la table son histoire. C'est juste que ça accélère certainement si les procédures peuvent être un peu lancées par eux, j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite. Mais que par contre, si la procédure ne peut pas se lancer à l'étape 0, si on reste à l'étape 0, je ne suis pas certain qu'elle puisse vraiment nous aider. Bon, en tout cas voilà.
Donc c'est une façon un peu de forcer d'après elle, voilà. D'ailleurs par exemple, elle dit en fait ce qu'il faudrait faire, ça c'est intéressant par contre, elle dit quand vous signez un contrat par exemple, donc justement dans des appartements, et bien avant qu'il y ait le problème du squat, vous faites signer à l'intérieur de votre contrat en disant si jamais à un moment donné vous avez un impayé ou je sais pas quoi, et ben vous aurez la plateforme, etc. Et en fait, il faut le mettre à l'origine. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne réglera pas le problème de ceux qui se réveilleront à ce moment-là pour pouvoir régler leur problème. Il faut le mettre dans le contrat à l'origine, que tu vas devoir passer par la plateforme pour régler ce problème. Et dans ce cas-là, vu que ça te donnera raison, parce qu'après 2 mois, s'il n'y a pas d'accord, ça donnera raison, etc., etc., à celui qui aura été le plus actif, etc. Et là, vu qu'évidemment, il y aura défaut de paiement, enfin, il y aura plein de raisons de donner raison, évidemment, au propriétaire, donc le propriétaire gagnera. Mais ça veut dire qu'il faut l'inclure dès l'origine dans le contrat, ce qui évidemment donc ne résout pas les problèmes de ceux qui sont déjà dans cette situation aujourd'hui. C'est pas grave, mais c'est quand même intéressant. Ça peut être intéressant, mais il faut en avoir conscience aujourd'hui. Alors, donc elle dit qu'elle a 6 arbitres juristes, spécialistes plus ou moins de différents domaines, que le chiffre d'affaires, eh ben, c'est 0 €. Pourquoi? Parce qu'elle a fait tourner sa plateforme pour le moment à vide. Alors elle a 300 clients, mais clients qui n'ont pas déboursé un centime, c'est juste que voilà, juste ils ont des frais, je pense, sur la transaction, mais il n'y a pas de. Enfin, bref, elle l'a pour l'instant mis gratuit, donc en réalité ça ne rapporte rien. Il y a 180 litiges qu'elle a réglés, et elle annonce que le panier moyen de ce qu'il toucherait, voilà, ça serait entre 550 et 600 € sur chaque transaction. Bon, le système semble intéressant, il y a un potentiel, je pense qu'il faut bien s'intéresser à véritablement le potentiel sur la durée. Ça m'a fait beaucoup penser en tout cas à PayPal un peu dans l'idée. C'est-à-dire que PayPal, si tu as acheté avec PayPal, en fait tu anticipes que tu auras des problèmes et donc tu payes avec cette protection en avance en espérant ne jamais en avoir besoin. Et donc là je pense que c'est un peu la même réflexion. Donc Marc Simoncini va lui proposer 100 000 €, mais pour 8%, comme elle avait demandé. Ensuite, Stéphanie Delestre, elle va proposer 100 000 € pour 8%, mais en précisant qu'elle connaît son sujet. Elle pense que en plus, elles sont, cette patronne d'entreprise, de start-up, elle n'est pas encore suffisamment ambitieuse. Qu'en réalité, il faudrait certainement investir dans peut-être une intelligence artificielle qui permettrait aussi d'accélérer et de ne pas forcément miser uniquement sur l'humain, le juriste, qu'il arrive plutôt en bout de course, mais qu'il y ait l'IA qui permette aussi de faire avancer le dossier plus rapidement. Parce que forcément, si tu veux avoir une énorme croissance, soit il va falloir embaucher énormément de juristes et tu risques d'être dépassé. Donc dans ce cas-là, garder pour les étapes finales le juriste, mais que pour d'autres choses, l'IA puisse permettre d'accélérer, de faire en sorte qu'il y ait des choses qui se remplissent, etc. Bref, plutôt intéressant, parce qu'effectivement l'IA pourrait certainement répondre à ça. Ceci étant, attention, méfiance, parce que quand même, vu que c'est une IA et que tu donnerais quand même des données et des choses, que font-ils de ces données? J'aimerais bien savoir. En tout cas, très probablement qu'ils y réfléchissent la nuit. En tout cas, voilà, elle a dit qu'elle connaissait bien ça, elle connaissait justement le côté automatique du traitement des dossiers, qu'elle avait déjà fait ça, bref, elle a valorisé ses compétences. Marc, c'est pas qu'il ne l'a pas fait, c'est juste que lui, il a dit, moi, je veux bien vous donner de l'argent, etc., machin, mais elle a valorisé les compétences qu'elle pouvait apporter à l'entreprise. Puis arrive donc Éric Larchevêque. Et Éric Larchevêque, lui, c'est un peu le spécialiste de ce genre de truc, puisque lui, il est très intéressé justement sur les questions informatiques, etc., etc., donc il pense être plus ou moins le meilleur. Mais justement, vu qu'il pense être le meilleur, il va se permettre de dire, bah moi, écoutez, je vous propose bien les 100 000 €, mais par contre, je ne vais pas vous proposer 8% parce qu'il dit, en vrai, je pourrais ne même pas faire d'offre parce qu'en fait, vous avez déjà 2 offres et qu'en fait, je vais passer pour un con parce que je vais devoir négocier. Mais il dit, je vais quand même proposer parce que je pense que j'ai vraiment une plus-value. Il va lui aussi valoriser un petit peu son expérience. C'est donc justement pour tous les éléments que je vous ai donnés, hein, le fait qu'il soit très formé et très investi dans la question de l'informatique, etc. Il va proposer 100 000 balles pour 15%. D'ailleurs, la séquence est assez drôle parce qu'il dit je peux pas me permettre de m'envoyer en l'air, etc. Et au final, c'est 100 000 balles pour 15%. Et là, la grande surprise, donc, la patronne de la startup, eh ben, elle répond à Eric. C'est-à-dire que cette offre l'intéresse, mais elle contre-offre et elle lui dit écoutez, je vous propose, vous me donnez 100 000 € contre 2% et vous faites une ligne de crédit de cette somme-là. Donc là, Eric entend cette proposition, il dit, bah, attendez, combien attendez, vous me proposez de faire quoi? Une ligne de crédit, et puis combien j'ai de pourcents à la fin? 2%. Et là, ils partent en fou rire. Donc elle dit, bon, bah ok, j'ai compris. Parce qu'il dit, bah non, je vais pas vous accepter 2%, etc. Des fois, on a eu des trucs un peu bizarres comme ça, ou des sommes où ils te disent, on va te donner tant, puis après, on va te donner tant en cash machin, etc. Des fois, avec des mots un petit peu compliqués et autres. Là, tout de suite, là, Eric, il a fait, ah non, mais ça m'intéresse pas, alors, je suis désolé, 2%, vous essayez de me baiser, voilà, vous essayez de me baiser, je suis désolé.
Alors je sais, hein, voilà, mais quand même, hein, je suis pas volontaire pour ça. Non, on appellerait ça une agression sexuelle, si jamais on est dans le domaine, hein, c'est pas possible. Donc non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je dis non, voilà, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc elle va revenir sur son fusil d'épaule, elle va sortir de la pièce, et quand elle va revenir, elle va prendre, vous l'avez compris, elle va prendre la proposition donc de Stéphanie Delestre, puisqu'elle a valorisé vachement, elle a respecté évidemment la valo, et donc elle l'a choisi. C'est vrai que j'étais surpris qu'elle propose à Eric, peut-être qu'elle avait vraiment envie de le faire avec Eric à l'origine, et qu'elle s'est dit que c'était vraiment celui qui pouvait lui apporter, sauf que je pense qu'en fait Stéphanie avait fait un excellent speech, et que je pense qu'elle aurait dû tout de suite rebondir sur celui de Stéphanie, et pas forcément, parce que Eric, ok, il veut négocier, ok machin, j'ai envie de dire là, il y a vraiment quelqu'un qui est hyper motivé, qui est hyper investi, qui a vraiment envie de le faire, et qui est là pour toi, là t'as quelqu'un qui pinaille un peu, je trouve que presque limite elle aurait pas dû. Voilà, elle dit, bah, je suis désolé, Eric je suis très content évidemment de votre offre, c'est sympa, mais je pense que là j'ai une offre qui est très très cohérente et qui est très bonne. Et donc elle part avec Stéphanie. Ensuite, alors là, Start and Grill. Alors lui, il m'a fait déconner. Donc c'est le barbecue du futur. Donc c'est un barbecue qui fonctionne grâce à du gaz pulsé de mémoire, un truc comme ça, avec de l'air chaud, voilà, à 600 degrés, pour faire chauffer un peu du charbon, etc., pour recréer cette idée voilà, création, de cuisson au charbon de bois et la cuisson qui est caractéristique du barbecue. Il y a un téléphone pour pouvoir l'activer. Bref, en gros, ça vous rend un poil feignasse. D'ailleurs, il y en a un qui va quand même le dire, que Kelly, elle va quand même le dire. J'aime cette femme. Je l'ai déjà dit la dernière fois que j'ai fait une review. J'aime cette femme. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de Kelly Massol. Kelly Massol qui va quand même sortir. Enlever les contraintes, c'est bien. Les transformer en feignants, c'est non. J'ai trouvé ça beau. J'ai envie d'écrire ça sur ma tombe, j'ai envie d'écrire ça n'importe où, sur les, je sais pas moi, sur l'éducation nationale au sens large. On peut pas écrire ça. Enlever les contraintes, c'est bien. Les transformer en feignants, c'est non. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est du Baudelaire, c'est du Victor Hugo, c'est magnifique. Bref, en tout cas voilà. Donc, pour info, j'ai découvert un nouveau métier. Ah ouais, on a, donc le mec qui était là, c'est un spécialiste en domotique et influenceur barbecue. Ouais, il y a des influenceurs barbecue. Ouais, j'étais comme vous, hein. Mes yeux se sont ouverts comme ça, j'ai fait waouh, on a inventé un métier là, influenceur barbecue. Ok, c'est un projet. Donc la braise, elle est disponible en 2 minutes. On peut contrôler par téléphone. Ils vont avoir, attention, le mythe, la légende vivante, Steven Raiken. Steven Raiken, vous connaissez Steven Raiken? Tout le monde le connaît. C'est la légende vivante du barbecue. Le mec est connu partout. J'avais jamais vu. Bon, je peux pas vous mentir, je connais pas particulièrement le monde du barbecue. C'est comme moi quand je vous citerai, si je vous citais des catcheurs de la WWE, que bah, évidemment vous allez me dire, mais qui c'est ces gens? Donc je me moque pas. C'est juste pour dire que voilà, quand ils ont commencé à le présenter, ils ont dit la légende vivante du barbecue. Est-ce que vraiment les gens qui sont fans de barbecue sont vraiment intéressés par la légende vivante du barbecue? Je pense que pour beaucoup, c'est juste la viande qui nous intéresse. J'ai envie de dire, je pense qu'à mon avis, il y a des influenceurs bouchers, charcutiers, etc., qui à mon avis sont beaucoup plus connus que l'influenceur barbecue, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas, mais je suppose. Parce que j'ai déjà vu des mecs sur TikTok ou autre faire des trucs un peu avec de la boucherie, je sais pas quoi. Bon bref, peu importe. Mais voilà, c'est... En tout cas, voilà. En France, alors ça, j'étais hyper surpris de cette statistique qui sort de je ne sais où. Il se vend 1,2 million de barbecues par an en France. Alors, question. Moi, j'ai acheté un barbecue, enfin j'ai un barbecue. Et je rachète pas... Enfin, on est 60... Allez, on va arrondir à 70 millions de Français. Moi, quand tu achètes un barbecue, tu le rachètes pas tous les ans ou tous les... Ça veut dire que tous les ans... Enfin, moi, si je fais le calcul, s'il y a 1,2 million de barbecues par an, ça veut dire que dans 10 ans, il y a 12 millions de barbecues. 12 millions. Dans 20 ans, il y a 24 millions de barbecues. En sachant qu'il y en a certains qui n'ont pas d'appartement, enfin qui n'ont pas de maison, pardon, et qui vivent en appartement, donc qu'est-ce qu'ils foutent d'un barbecue, etc. Donc on va s'arrêter là, je pense. 24 millions de barbecues. Une fois que ces gens, ils ont 24 millions de barbecues, d'accord? Donc en gros, on va dire que tout le parc de tous ceux qui veulent la barbecue l'ont. Ils rechangent de barbecue. Vous rachetez un barbecue tous les ans, mais qu'est-ce que vous faites? Vous tapez dessus? Vous faites de la Java dessus? Vous faites quoi? Vous faites des choses pas catholiques dessus? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites? Parce que sans déconner, moi, le mien, je l'ai depuis plus de 20... Enfin, je sais pas, mais dans la maison familiale, par exemple, il est depuis que je suis né. Je sais pas, qui achète un barbecue tout... À la limite, tu sais, racheter une grille de barbecue, racheter... Pourquoi pas? Mais racheter la totalité d'un barbecue, j'étais là... Bref. Donc je sais pas. En tout cas, ça m'a 1,2 million de barbecues par an. Cette stat, encore ce serait dans le monde, je dirais pourquoi pas. Ça fait pas beaucoup par rapport à des milliards d'êtres humains, non. Mais en France, ça a fait tiquer personne, bizarrement. Et moi j'étais là, j'ai fait combien?
Est-ce que vous, ça vous choque? Dites-moi vous, hein, mais dites-moi vous, je sais pas, mais 1,2 million de barbecue par an. Bon. Donc il n'y aura pas d'investisseurs. Ils ont trouvé que le projet était cool, mais en fait, ce qu'ils leur ont dit, c'est que c'est un projet, ça se voit que c'est des projets passion, mais que c'est pas forcément des projets qui rapportent vraiment de l'argent. Ensuite, on a Soundcut. Alors, Soundcut, c'est donc, excusez-moi, ils veulent récupérer 500 000 euros pour 5%. Ils veulent régler des problèmes d'audition pour 400 millions de personnes. Très gros investissement. Sans opération, d'accord? Juste par des ondes, en fait. D'accord? Et en fait, ils envoient des ondes dans les os. Et comme ça permet de récupérer le son. Le matériel, ça coûte 500 euros. 1500 euros aussi pour certains. Voilà, ils ont des particularités. Ils perdent, au moment où on se parle, 60 000 euros par mois. Et là, Marc n'y croit pas. Marc, il n'y croit pas, alors que pourtant il a déjà témoigné pas mal de fois sur le fait qu'il a investi dans des trucs médicaux. Pour ceux qui se souviennent de cette fameuse déclat dont j'ai suffisamment parlé ici, où il arrive et il dit: je vais vous raconter cette histoire, c'est un jour je décide de vouloir mener une étude pour savoir si on donnait des compléments alimentaires à des gamins, est-ce qu'ils auraient moins de cancer. Je vais mener cette étude et puis donc je vais voir un labo et je leur demande un financement, etc. Et puis là, il va voir, il dit: je me souviendrai toujours de cette séquence, et il lui dit: pourquoi voudriez-vous que je finance une étude pour limiter le cancer des enfants alors que mon métier c'est de vendre des médicaments une fois qu'ils l'ont? Et là, il y a ce silence de mort. Et je me suis jamais remis de cette phrase. Et voilà, je l'ai déjà dit, hein, je pense que si on veut vraiment trouver un truc contre le cancer, on ne sait pas demain la veille. Hein. Je sais que c'est terrible de dire ça comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment, je pense, de bonne volonté, qui sont investis dans les associations, etc. Mais je pense que la plupart d'entre vous ont bien compris qu'en réalité, s'il n'y a pas véritablement une vie économique derrière, le changement, je pense pas qu'on l'aura particulièrement, parce que qu'est-ce que tu ferais tous ceux qui font de la radiothérapie, tous ceux qui... il y a trop d'enjeux, trop d'enjeux. Bon, c'est comme ça. Enfin bref, et donc là, il va lui dire: écoutez, déjà en plus, lui il croit pas, donc pour d'autres raisons, c'est qu'il va dire: déjà les 10 000 premiers clients que vous allez avoir, il y aura des problèmes, technologie, etc. Vous allez avoir des retours, ils vont servir un peu de cobaye, donc il y aura beaucoup de déçus, donc il va falloir l'améliorer, donc ça va demander beaucoup de temps, beaucoup de machin, etc. Et il dit: je pense que là, votre mission, c'est une mission de santé, donc c'est une mission qui va durer la vie, et c'est pas une mission peut-être pour de l'enrichissement, c'est une mission parce que vous voulez vraiment sauver des gens, et que donc je pense que c'est pas vraiment pour gagner de l'argent, et donc évidemment les investisseurs n'ont pas été très intéressés par ça. Et ce que je vous ai expliqué, hein, c'est que si le médical ne rapporte pas des caillasses monstres, ça n'intéresse littéralement personne. Alors que pourtant ça rendait Louis à quelqu'un, il y a un mec qui témoignait, qui disait que d'un coup j'entends des choses, etc. Mais ça n'intéresse personne. Si ça ne rapporte rien, ça n'intéresse personne. C'est ça qui est terrible. Ensuite, Yacon et Co. Donc c'est une patate qui permet de faire un sucre de meilleure qualité. En gros, il est 4 fois moins riche et 2 fois moins calorique que le vrai sucre. Donc en termes de quantité, on peut mettre beaucoup moins de sucre. On sait que le sucre, on se souvient notamment de cette déclaration d'Anthony Bourbon l'année dernière, qui disait que lui, il pensait que le sucre allait disparaître d'ici les 10 prochaines années. Bon, je pense qu'il a... je pense que j'avais même mis un titre d'une vidéo comme ça, hein, en disant: le sucre va disparaître d'ici 10 ans. Je pense qu'on est en retard. Je pense qu'on est très très en retard. Je pense que c'est vraiment un sujet de santé publique majeur, que c'est très bien qu'il l'ait proposé. Donc c'est du Yacon, de mémoire. Et Kelly va répondre à l'offre donc de 250 000 euros pour 5%. Ce qui va faire rire, c'est Marc qui va dire: j'ai tout essayé pour limiter le sucre, comme le Viagra au lieu de la stevia qu'il voulait dire, etc. C'était assez marrant de le voir sa langue fourchée comme ça. Voilà, bon, projet intéressant et digne d'intérêt, en tout cas pour moi. Skin and Out ensuite, 150 000 euros pour 5%, c'est leur recherche. Ils proposent donc des boutons avec un système, voilà. Il y a des systèmes donc avec 119 euros avec une box, 48 euros par mois, 3 mois pour avoir des résultats. Bon, ok, bon, c'était pas un projet qui m'a particulièrement emballé, je vais pas vous mentir. Mais bon, elles étaient plutôt contentes, etc. Et donc là, au lieu de leur proposer 150 000 euros, Kelly va leur proposer 200 000 euros pour 15%. Elles vont revenir avec 250 000 euros pour 10% dans la contre-offre. Tony va relancer avec Kelly en disant 250 pour 15%. D'accord? Et elle refuse. Et c'était très courageux d'avoir refusé. Parce qu'elles avaient quand même 2 investisseurs plutôt intéressés. Et elles ont dit: non, nous on croit en notre valo. Et donc on n'accepte pas. Enfin, il y avait Maimouni
qui était le truc qui faisait le plus parler. J'étais surpris que ça soit diffusé aussi tard, mais bon, c'était comme ça. C'était un truc sur les douleurs de règles. Donc en fait, il y avait un simulateur de douleurs de règles sur Tony Parker. La séquence est assez marrante. Donc c'est une ceinture qui permet justement de limiter les douleurs de règles. Je pense que c'est effectivement un produit qui a vraiment de l'intérêt. Par contre, alors je dis ça, je suis un homme, vous allez me dire, vous n'avez pas à vous exprimer, c'est comme tous les sujets qui concernent les femmes, les hommes n'ont pas à s'exprimer, mais je vais quand même le dire. Donc ça coûte 193 € quand même. Donc bon, 193 €, est-ce que véritablement les femmes, pour 193 €, vous êtes prêts à porter une ceinture comme celle-ci toute la journée, etc. Je n'en sais rien, mais vous allez me dire, il y a bien des serviettes, etc. Il y a plein de trucs, des tampons, tout ce que vous voulez. Donc, en vrai de vrai, ne restons... Enfin, voilà, si ça aide vraiment les gens, je pense qu'effectivement, il y aura des gens qui seront intéressés. Mais c'est vrai que c'était quand même pas, je trouve, le projet le plus sexy, par exemple, peut-être. Donc, je ne sais pas si ça pourrait marcher ou pas. Dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé, si jamais vous l'avez vu. Pour information, ça coûte donc 80 € à produire. Donc 193 €, je trouve qu'il y a plutôt une très bonne marge. Dans le projet, voilà, c'était vraiment un truc intéressant. Ils vont proposer donc 150 000 € pour 10% de la société. Donc plutôt intéressant, voilà, etc. Ce projet me semblait intéressant. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé, mais c'est pas non plus le projet qui m'a transcendé. Mais je pense que, en tout cas, la séquence avec Tony qui teste était plutôt cool. Mais voilà. Perso, c'est l'épisode que j'ai préféré, l'épisode 7. Et l'épisode 8, vous allez le voir juste après. C'est un épisode qui, malheureusement, je trouve, dans ses choix de projet, a pas été incroyable. Épisode 8 de Qui veut être mon associé maintenant, donc le dernier de la saison, avec Ovibar. C'est un système de fontaine à eau. Alors déjà, juste quand même, hein. Donc 250 000 € pour 15%. Ok, très bien. Pour info, il y a des gens qui dépensent par an 1080 € pour de l'eau en bouteille. Moi, je bois de l'eau du robinet. Je fais partie des pauvres. Hein, donc, de toute façon, voilà, on boit ce qu'on boit. Mais 1080 € en bouteille, ça me paraît énorme. Mais ça paraît énorme. Mais c'est normal, hein, parce qu'il faut boire 2 litres d'eau par jour. Donc, vous faites le calcul. Hein, en vrai, voilà. Mais lui, grâce à son système, ça coûte 780 € pour l'appareil. Donc, il dit, ça veut dire que d'ici en moins d'un an, l'appareil est amorti. Et si jamais vous achetez de l'eau en bouteille, si vous le remplacez par mon matériel, 780 € au lieu de 1080, vous l'avez amorti. Bravo. Par contre, ce qu'il dit aussi, c'est qu'il dit, ok, je vous ai donné la machine. Par contre, il y a un filtre, il faut le changer 2 fois par an. C'est 59 € la première fois, et si vous achetez les deux en un pack, ça vaut 99 €. Donc en gros, tous les ans, vous allez redonner 99 € à cette boîte. Donc, aux 780 €, il faut ajouter donc les 99 €, donc on va arrondir à 100. Donc ça veut dire que ça coûte 880 € et après c'est 100 € tous les ans pendant des années. Mais c'est quand même beaucoup moins que les 1000 et quelques euros de la consommation d'eau en plastique. Effectivement, moi je pense que là, il part sur un vrai sujet. Les bouteilles en plastique, je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas quand est-ce qu'on s'y intéressera, mais je pense que c'est un produit qui va devoir être interdit. C'est un produit le plastique, on essaie de lutter, le fameux plastique c'est fantastique, on en est revenu. On a bien vu que c'était un produit polluant, que c'était un produit qui polluait les océans, etc., etc. Et donc je pense, je dis pas que c'est à court, là je vous fais mon Anthony Bourbon qui vous annonce la fin du sucre, sauf que moi je pense vraiment à ce que je dis, parce que le fin du sucre, je pense qu'on peut se gratter avant que ça s'arrête, parce qu'il y aura toujours des gens pour bouffer du sucre, parce que c'est plaisant et parce que c'est bon, évidemment, les bonbons, etc., les conneries, enfin voilà, bien sûr c'est bon, etc. Mais là, je pense que là, il y aura véritablement des gens qui vont te dire, bah ouais, mais c'est pas possible de continuer de pouvoir proposer des bouteilles en plastique qui polluent, etc. Et je pense qu'il y aura des variantes. On a déjà vu qu'il y avait quand même une petite réforme qui était proposée, les sacs en plastique, etc. Je pense que c'est le sens de l'histoire. C'est un peu tôt, évidemment, pour se positionner, mais je pense que c'est le sens de l'histoire et il a eu raison. Eric et Tony vont se proposer tous les deux pour 250 000 € pour 25%. Au final, après contre-offre, il va y avoir donc Eric, Tony et Marc qui vont proposer 300 000 € pour 30%, le deal d'une vie, très clairement, et le deal est accepté. Très bon choix. Ensuite, il va y avoir l'électrostimulation fitness de Fulgurance, donc l'EMS, 5% pour 150 000 €. Donc en fait, c'est des combinaisons qui permettent de faire du sport. Ok. Pour gagner du temps, c'est le but. En fait, ça vous permet de faire des séquences plus courtes. Au lieu de faire 1 heure de sport, vous en faites qu'un quart d'heure et vous avez les mêmes résultats, etc., etc. Je vais être violent dans cette vidéo, dans ce passage-là, mais voilà. Déjà, juste. Donc, c'est proposé pour pouvoir équiper en fait des salles qui sont déjà là. Ok. 9 000 € pour le lot de tenue pour un coach qui voudrait s'en équiper. 9 000 € de tenue. Pareil, gigantesque. Ils n'auront pas de deal à la fin. Je le dis tout de suite. Déjà, prenons deux choses. Souvent, le premier problème des gens qui veulent faire du sport, qui se mettent dans le sport, pardon, et qui ont des véritables problématiques de sport,
c'est qu'en réalité, déjà, il n'y a pas de motivation, déjà, de base. Il faut quand même le rappeler. Ça, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent à la salle de sport, mais qui n'y vont pas. Il y a beaucoup de gens qui, en réalité, ok, la salle de sport, ok, machin, mais en vrai, c'est épuisant, ça prend du temps. Ça fait... Là, en fait, on se dit, bah, on va régler ce problème-là. On va aller plus vite, etc. Oui, sauf que souvent, ce qui est le plus dur quand on fait du sport, c'est de s'y mettre. Moi, je le vois avec moi. Quand, par exemple, je me trouverais toujours une excuse pour pas aller faire du sport. Tu te dis, ah, il fait froid, il fait pas beau, il fait machin, et tout. J'ai autre chose à faire, je suis fatigué, j'ai machin. Ce que tu veux, tu trouveras toujours une excuse. Par contre, une fois que tu as enfilé la tenue, etc., et que tu es parti, normalement, tu fais le sport. Et c'est moi, ça se voit particulièrement quand je vais à la salle. Quand je vais à la salle, si, des fois, par exemple, je me dis, ah, flemme, j'ai pas envie d'y aller. Par contre, quand j'y suis, une fois que j'y suis, en fait, des fois je me dis j'y vais 45 minutes, et puis en fait j'y reste 1 heure et demie. Mais parce qu'en fait, t'es déjà dans la salle, t'es déjà conditionné, t'es dans ton truc, etc. Et c'est pour ça que souvent, en fait, je pense que la question de la contrainte de temps, c'est presque un faux sujet. C'est presque un faux sujet. Parce que quelqu'un qui n'est pas motivé, est-ce que vraiment déjà il va vouloir se motiver à mettre cette combinaison et à vouloir faire les 20 minutes plutôt qu'1 heure? Ok, il a gagné 20 minutes, il a gagné 40 minutes. Pensez vraiment que ça va suffire? Je crois pas. Je crois pas. Je pense que c'est un faux sujet et je pense que c'est un faux débat. Et je pense que là, c'est de l'assistanat un peu déguisé de ce côté-là. C'est de se dire, vu que les gens sont pas suffisamment motivés, blablabla, eh ben on va créer un palliatif pour rendre plus efficace, pour aller mieux, etc. Mais je pense qu'en vrai, les gens, ils achèteraient ce truc-là et ils finiraient dans un placard. Si jamais ils l'achètent. Pas à 9000 euros, hein, mais si vous achetez un pour vous personnellement, il finira dans un placard. Il y a des gens, moi j'en connais, qui ont acheté des haltères, qui ont acheté plein de trucs, etc. Alors, sauf si vraiment tu as des résultats, machin. Mais si par exemple tu le fais pas régulièrement, et puis je le dis, même 20 minutes, tu trouveras des excuses. Les gens trouveront des excuses. Donc je pense que c'est un faux sujet et un faux débat. Et je pense qu'en vrai, c'est pas du tout une solution d'avenir. Après, s'il y en a qui sont vraiment intéressés par l'électrostimulation, eux, je pense que ça peut être un truc complémentaire et ça peut être très intéressant, etc. Certes, par rapport à ce qui existe déjà, qui n'est pas très agréable à porter, qui n'est pas très ergonomique, ça, oui. Mais je pense que ça résoudra strictement pas du tout le problème du sport et de l'appréciation du sport. Je pense qu'en vrai, là, ils se mentent particulièrement de mon côté. Voilà. Ensuite, on va avoir donc une technologie pour apprendre, enfin pour aider le pâtissier à pouvoir faire des gâteaux. Donc Pierre Hermé va venir pour pouvoir en parler, etc. Il y avait la personne qui était responsable de cette startup. 150 000 euros pour 5%, c'est ce qu'ils sont venus demander. Nadir, donc Jean-Pierre Nadir va proposer 10% pour 150 000 euros. Éric Larchevêque va proposer 10% pour 150 000 euros. Et en fait, au final, les deux vont s'associer. Ils vont prendre 10% chacun, donc ça va faire 20% pour 300 000 euros. Et donc les deux obtiennent le deal, tout simplement. Bon, projet qui m'a honnêtement pas du tout intéressé. Alors je le dis tout de suite, ça m'a aucun intérêt pour moi. Mais j'aime pas la pâtisserie, donc je suis désolé. Moi, je suis quelqu'un, vous le découvrirez sur moi, mais moi je suis pas très dessert. Moi je suis surtout très plat salé. C'est-à-dire que j'adore la bolognaise, la raclette, tout ce que vous voulez, etc. Mais les desserts, c'est pas ma came. Donc vraiment, moi, ce projet-là, je sais que ça m'intéresserait pas plus que ça. Parce que ça n'aurait pas plus envie de faire des desserts. Franchement, sans déconner, pas tellement. Ensuite, Revolt, l'appli pour... en fait, tu le connectes à ton compteur Linky, pardon, et tu es récompensé si tu fais des économies de consommation. Ils vont te redonner sous forme de bons, de tickets, etc. Tu récupères pas de l'argent directement, tu récupères des réductions. Bon. Ils vont demander 70 000 euros pour 9%. Et Anthony Bourbon, lui, va faire un constat, il va le dire, vous avez l'air trop gentil dans votre business plan, trop gentil dans votre projet, etc. Il leur dit, voilà, vous dites, il faut qu'on aille voir les entreprises, il faut qu'on aille machin. Bref, on sent que vous n'êtes pas assez prédateur et il vous faut un requin. Vous le voyez venir gros comme une maison, évidemment. Et donc, Anthony va proposer donc 70 000 euros, mais pour 20%. Et Jean-Pierre Nadir va proposer exactement la même. Au final, ils vont faire une contre-offre à Jean-Pierre Nadir de 70 000 euros, mais pour 16%. Et Jean-Pierre va dire, écoutez, je veux bien négocier un peu, mais pas à ce point-là, faut pas exagérer. Donc ce que je vous propose, c'est on fait chacun un pas, et moi je propose 18% pour Jean-Pierre, pardon, pour 70 000 euros. Et ce sera le deal qui sera conclu. J'étais surpris de voir Jean-Pierre investir dans ce truc-là. Je sais pas, ça me semblait pas être un truc dans lequel particulièrement il est très intéressé, etc. Après, j'ai trouvé que les raisonnements des investisseurs, etc. étaient plutôt intéressants, où eux-mêmes ont dit, bah c'est pas mal, parce qu'ils ont dit, bah je pense que tant que les gens ne se rendent pas compte de l'intérêt d'économiser les ressources,
Si jamais ça doit passer par la carotte de l'économie d'argent, eh ben tant mieux, mais il faut qu'en fait on arrive à mobiliser les gens de la façon positive, et pas forcément, vous savez, toujours comme on dit, l'environnement, l'écologie punitive, comme on l'appelle, que ça soit vu plutôt comme quelque chose de fun, quelque chose qui vous permet de vous enrichir, etc. Ça peut permettre d'apporter quelque chose, ça c'est vrai que c'était assez intéressant, mais voilà, bon je trouvais que le projet était plutôt cool, je me suis dit tiens ça mériterait presque de m'y intéresser moi-même, je pense qu'en vrai ça pourrait être intéressant. Ensuite, il va y avoir Audace. Et là, alors là, pour moi, c'est typiquement une idée qui, voilà, c'est des bijoux. Donc, en fait, il propose de faire des diamants chimiques de culture et des bijoux avec cela. Bon. 190 000 euros contre 10%. Il va y avoir Clémence Bottineau, une Miss France qui est comme égérie. Ok, très bien. Donc ça montre que c'est assez sérieux, etc., etc. Moi, j'ai quand même une remarque. C'est que les produits comme ça, les produits de diamants, tout ce qui est comme ça, tout ce qui concerne en fait, paradoxalement le luxe, parce que c'est ce qu'ils sont, hein, ils le disent très clairement, nous on est clairement catégorisé comme le luxe, même si on fabrique des diamants de synthèse, etc., on est dans le luxe. Et ça veut dire que c'est un faux problème. Quand vous êtes dans le luxe, la question du prix, parce que là, ils construisent, ils fabriquent, etc., ça permet d'avoir des choses moins chères, etc., ça permet d'avoir des choses, bref, plus faciles à produire, etc. Ok, très bien. Et je pense que quand on est dans le domaine du luxe, bah justement, c'est bien le seul domaine où l'argent, je veux dire, il y a des montres, pour un sujet que je connais très bien, qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs millions d'euros, et ça ne les empêche pas de se vendre parce qu'il y a toujours des gens pour investir là-dessus. Et donc là, ils viennent avec une solution, mais est-ce que véritablement ça permettrait à des gens, plus de gens d'acheter un diamant? Pas certain. Et est-ce que vraiment ça serait intéressant? Alors ils disent bon que oui, il sera gravé, etc., etc. J'y ai vu un intérêt, mais pas non plus. Et en fait, c'était surtout une marque de bijoux, en fait. Une marque de bijoux. Tout ce qu'il y a de plus. Parce qu'en fait, ils ont demandé s'ils fabriquaient tout seul, mais en fait, non, ils sous-traitent. Bref, c'était pas très intéressant. C'est pour dire que, bon, ok, pourquoi pas. Tout le monde va plus ou moins se présenter, etc. Et Kelly Massol va proposer donc 190 000 euros, mais pour 15%, parce qu'elle pense que c'est intéressant, mais que la valo est surestimée. Et au final, eh ben, les deux investisseuses, enfin les deux patronnes, pardon, vont décider de refuser. Elles vont refuser, elles vont dire non. Nous, on croit vraiment à notre valo. Donc, si vous n'y croyez pas, eh ben, nous, on y croit. Elles sont pas du tout arrogantes, hein, mais juste elles vont dire bah, nous, on y croit, on pense pas qu'il faut réduire notre valo. On s'était mis d'accord qu'on ne le réduirait pas, et donc on reste sur notre position et on ne change pas. Ok. Bon, après, moi, je suis pas un grand fan des diamants. Moi, je suis quelqu'un. Enfin, je veux dire, je sais pas, mais bon, après, il y a des gens qui aiment comme ça, le luxe, etc., de cette manière-là. Mais perso, je trouve que c'est. Je sais pas, c'était. Je trouve pas que quand tu vois par exemple des montres avec plein de diamants, plein de trucs, plein de machins, je trouve pas moi qu'elles sont particulièrement plus belles. Et vous allez me dire, mais c'est parce que c'est trop beau, donc de toute façon tu peux pas les acheter. Mais même si j'avais, je trouve pas que ce soit. Tu vois, c'est une fois quand ça devient trop bling bling, etc., d'un coup, c'est pas si ouf que ça. Là, évidemment, ça restait tout à fait modeste, etc., mais je sais pas, je pense que ce serait pas vraiment mon style. Et donc, bon, même si j'étais pété de thunes, même si j'étais milliardaire, Jeff Bezos, bah, je pense que je l'achèterais pas particulièrement. Ensuite, ADN Ski, donc les skis recyclables, les famosos skis recyclables. Alors là, ça a été la débâcle. Pour moi c'était la débâcle. Hein. Donc 100 000 euros pour 10%. Déjà, on apprend que Tony Parker, il a investi dans une station de ski, etc., pour justement faire une station de ski un peu abordable. Ok, pourquoi pas. Mais là, il va y avoir le raisonnement, je crois, de Marc Simoncini. Il va leur dire, est-ce que je pense, ce que le monde pense. Et quand je les ai vus arriver à nous faire un peu un débat, un propos écolo sur le ski, qu'il faut les recycler, machin, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, ils arrivent presque trop tard. Leur produit devrait déjà exister depuis longtemps. Parce qu'aujourd'hui, bah, le ski, c'est quelque chose qui est en train véritablement d'avoir du plomb dans l'aile. Il y a de moins en moins de neige, le réchauffement climatique, on n'y échappera pas. Même si on fait des changements, même si on est sérieux, on le voit bien, on est en train d'aller dans le mur de toute façon. C'est pas le côté dépressif de ma part, c'est juste pour vous dire que j'ai étudié beaucoup de spécialistes de l'environnement qui sont tous unanimes. Il y a des dégâts qui sont déjà irréversibles, c'est déjà presque plus ou moins trop tard. Alors c'est pas trop tard pour sur la catastrophe, mais c'est trop tard en tout cas pour limiter une partie des problèmes. Il y aura des problèmes, c'est obligatoire. Sauf si on arrêtait genre demain, mais c'est pas prévu. Regardez bien ce qu'est la situation, c'est pas prévu. On va mettre longtemps. Là, on veut avancer presque trop vite par rapport à nos moyens. Je sais qu'il y a des gens qui sont spécialistes de l'environnement et qui vous diront mais si on peut, machin, etc. En vérité, la vraie vérité de vrai, je pense qu'en vrai, il faut malheureusement, voilà, les sociétés ne changent jamais aussi vite que ce qu'on aimerait et que voilà, il faut du temps.
et que là on a envie d'avancer en années, alors qu'en vrai il y a des fois des changements dont on a eu besoin des fois 2 siècles pour faire un changement, et nous on a envie de changer en 10 jours, en 10 ans. Évidemment, les échelles sont pas les mêmes et ça fonctionne pas forcément. Bref, je suis pas là pour développer un propos, mais c'est pour vous expliquer. Et là, bah, il y a un Marc qui va lui dire, il va leur dire, bah, franchement, vous proposez des nouveaux skis, etc. Mais vous devriez plutôt proposer bah, peut-être du surf, des surfs parce qu'avec votre matière, etc. Peut-être des skis, mais des skis de marche, par exemple, pour aller faire les randos, etc. Parce qu'il y a des gens qui l'utilisent. Mais là, faire des skis de descente, ils disaient, oui, c'est très bien, bravo à vous. Mais en vrai, est-ce que c'est pas un produit qui risque de devenir obsolète? Il y en a qui vont me dire, mais si, on skiera toujours, etc. Oui, vous pouvez toujours l'espérer, etc. Moi, je pense que en vrai, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu de neige. J'en ai revu cette année pour la première fois depuis très longtemps dans ma zone. Au final, j'en avais pas vu tant que ça. Pour vous dire, l'année dernière, j'avais mis des pneus neige, ou il y a 2 ans, j'ai mis des pneus neige, et pas eu de neige de l'année. Je n'avais jamais eu besoin de les utiliser. Et pourtant, je vis pas à Marseille, hein, c'est ce que je veux dire. Donc, bon. Voilà. Au final, bon, Tony Parker va proposer 100 000 euros pour 10%. Marc Simoncini va proposer 100 000 euros pour 10%. Mais au final, les deux ensemble vont se rendre compte qu'ils sont intéressés et vont relancer avec 200 000 euros, mais pour 20%. Là, les entrepreneurs vont dire ok, mais nous, on n'est pas d'accord. Nous, on préfère 15% pour 150 000 euros. En haut, ils restent sur leur valo. Sauf que, bah, eux, ils restent bloqués sur leur truc. Et là, c'est vrai que c'est bien. Ils sont arrivés, ils ont dit non, on a fait une offre qui nous semble bonne, elle est généreuse, elle est bonne, vous n'avez pas encore prouvé, vous n'avez pas encore fait vos preuves, etc. Et là, on reste sur notre offre, 20% pour 200 000 euros, point. On va pas descendre, voilà, notre valo, votre valo, on la respecte, mais nous, on s'investira pas à moins de 10% chacun, à 7,5% chacun, ça nous intéresse pas, je suis désolé, on sera pas assez investi. Tony Parker nous l'a sorti tout le long de la saison, de toute façon, donc je savais qu'ils allaient pas accepter, enfin en tout cas Tony, ça m'étonnait qu'il allait accepter, et au final, bah, ils vont quand même accepter ces 20% pour 200 000 euros, je trouve que c'est dommage, c'était dommage sur le principe de vouloir s'accrocher absolument à ces pourcentages, alors qu'en vrai, là, ils avaient vraiment la possibilité d'avoir 2 investisseurs, et je trouve que c'était un peu dommage, donc heureusement, ça ne finit pas mal. Ensuite, le dernier projet, ce que je vous expliquais, c'est que ça ne s'est pas terminé en apothéose, malheureusement. Donc avec Auré, qui étaient des cosmétiques sains, car justement, on peut même les manger, tellement ils sont sains. Ça, je trouve que c'est un élément qui est quand même intéressant, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, sur les produits cosmétiques, il y a beaucoup de réglementations sur la question donc, des produits vegan, non testés sur les animaux, etc. Et là, on s'est rendu dans le côté vraiment naturel des produits, et je pense que vraiment, il y a vraiment une conscience là-dessus qui va se développer dans le siècle qui arrive. Je pense que c'est je pense qu'en vrai, les femmes vont pas vouloir continuer. Je dis ça, elles vont encore me dire, oh, tu parles à la place des femmes, je sais, jetez-moi des cailloux, mais je pense que je pense que de plus en plus, il va y avoir ce côté de, on n'est pas prêt à faire n'importe quoi pour abîmer notre peau et pour faire n'importe quoi. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, sur la durée, aura de la pertinence. J'en suis particulièrement convaincu parce qu'aujourd'hui, on est un peu plus sensible à ce genre de choses. Et voilà. Donc, ils demandent 10% pour 200 000 euros, mais ils n'auront pas d'investissement. Alors, pour plusieurs raisons, mais on va dire que les raisons sont soit que bah, j'ai déjà investi dans un truc, donc je ne peux pas investir, soit le produit, bah, ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire que la cosmétique, c'est pas leur truc, c'est pas ce qui les intéresse. Pas, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans la sélection. Donc forcément, je dis pas que les hommes peuvent pas investir là-dedans, mais c'est vrai qu'ils avaient l'air moins intéressés, moins investis dans un autre projet. Au final, bah voilà, ils n'ont pas eu vraiment d'investissement. Ils ont trouvé ça relativement intéressant sur le concept, mais il n'y aura pas de proposition. Bref, donc dommage qu'on n'ait pas fini avec une apothéose comme l'année dernière, avec vraiment un gros truc, etc. On a eu une belle proposition, des belles soirées en perspective. Moi, j'ai adoré le programme de A à Z. J'aime suivre ces investisseurs, j'aime suivre le programme. Je trouve qu'il y a le show, il y a le côté un peu à l'américaine qui est plutôt cool. Bref, ça marche plutôt bien sur moi. Mais ça reste peut-être pas une saison qui est absolument marquante comme la saison dernière où je trouve qu'il y avait vraiment des énormes séquences. On en a eu, heureusement, avec du Anthony Bourbon, du Kelly Massol, du Eric Larchevêque, du Marc Simoncini, un incroyable Tony Parker, bravo à lui. Jean-Pierre Nadir est excellent également. Je trouve que vraiment là, c'est ceux que je viens de citer là, c'est ceux qu'il faut vraiment garder, qui sont vraiment, vraiment, vraiment le haut du panier. Je dis pas que les autres sont mauvais, je dis juste que ceux-là, c'est ceux qui se sont vraiment illustrés tout au long de la saison, soit par leur avis, soit par leurs investissements, soit par plein de choses.
Je dis pas que les autres sont pas. Par exemple, Stéphanie Delestre, je trouve qu'elle a pas non plus surperformé. Elle était intéressante, mais sans plus. Kelly Massol, pour moi, c'est ma révélation, je l'ai dit, mais vraiment, qu'est-ce qu'elle est géniale. Moi, j'ai adoré la suivre. Tony, très très cool, même s'il avait une tendance un peu à radoter parfois dans son style, je trouve. Mais ça restait quand même toujours très intéressant. Il avait souvent des questions voilà, qui étaient de bon sens, et ça, j'aime bien. Et puis bon, Anthony Bourbon, Éric Larchevêque, ça c'est déjà c'est le divertissement ça. Mais pareil, Jean-Pierre Nadir, je trouve qu'il est excellent, excellent, excellent. Il y a des moments où vraiment il a été hyper bon. Et puis moi j'aime bien Marc, même si c'est vrai je sais qu'il a été un peu taillé parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il n'investit pas, etc. Parce qu'il dit ouais machin, moi je suis trop vieux, même limite et tout. Mais je trouve que par contre dans ce qu'il dit des projets et tout, c'est toujours assez pertinent. Et c'est là qu'on voit que la force de ce casting de jury est vraiment très très fort. Et je pense que s'il y a un remplacé, peut-être qu'il faudra juste s'intéresser peut-être à Stéphanie. Et puis c'est tout. Parce que le reste, je trouve que l'équipe était vraiment très très haut niveau cette année. Je dis pas que Stéphanie était pas bien, hein, attention, hein, franchement elle a assuré, c'était cool. Hein. Mais par rapport aux autres, peut-être qu'elle a un peu moins fait le show, même si dans cet épisode, par exemple, j'ai adoré ce qu'elle a dit sur l'IA, sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle a proposé et tout. Je trouvais que c'était excellent. C'est venu un peu tard, mais c'était excellent. Peut-être même d'ailleurs garder cette équipe, hein, on n'en sait rien, on verra. Mais en tout cas, c'était plutôt cool de voir une aussi belle, voilà, une aussi belle équipe pour pouvoir investir. Et je pense que ça a donné une excellente saison. En tout cas, j'ai du mal à comparer parce que moi j'ai vu que la saison dernière. Je vais essayer de retrouver, j'ai du mal à les retrouver moi en ce moment, les anciens épisodes de Qui va être mon associé. J'ai vu qu'ils sont pas en replay sur Sisplay, donc ça m'énerve parce que j'aurais bien aimé les retrouver pour pouvoir aller voir ce qu'il y avait dans les premiers. Pour voir d'ailleurs s'il y a eu une explosion, est-ce que dans les premiers projets, c'était des projets pas trop chers. Maintenant, on va sur les projets 2 millions de valo, 1,5 million, etc. Voilà, ça m'intéresserait de voir un peu l'évolution du projet et du produit pour voir comment ils ont fait évoluer le programme, tout simplement. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Cette vidéo, donc, sur les 2 épisodes en question. Si c'est le cas, le like, tu peux t'abonner, tu peux partager sur les réseaux sociaux. Bouton rejoindre, ici, juste en dessous, pour devenir un membre soutien, et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Évidemment, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite. Ciao.